Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan d'une nouvelle équipe et la présentation, surtout d'une nouvelle équipe de cette saison 2022 en World Tour avec Ineos Grenadier. On reviendra sur la saison 2021 de cette équipe, sur les victoires de cette équipe, sur les transferts pour cette saison 2022, l'effectif 2022 et les coureurs à suivre. On regardera donc tout ça attentivement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires également, parce que ça c'est très important. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire tiens, ce que vous avez pensé de cette équipe cette année, ce que vous avez trouvé qu'elle était en capacité de faire sur toute la saison, si vraiment vous avez trouvé que c'était plutôt bien par rapport aux résultats, ou si c'était vraiment décevant. Est-ce que vous pensez que cette équipe peut faire l'année prochaine aussi? Ça m'intéresse grandement parce que je sais pas trop en fait, pas vous mentir, cette équipe est intéressante, mais bon, j'attends un peu de voir, voilà, ce qu'elle est capable de faire dans les années à venir. Bon, on passe du côté d'Ineos, on commence par le bilan de leur saison 2021. Le bilan de la saison 2021, globalement, il est plutôt bon. Globalement, il est plutôt bon parce que Ineos a remporté 38 victoires, dont 16 en World Tour, je crois. 38 victoires, ils sont 3e au classement du nombre de victoires derrière De Koninck et Jumbo. Ils ont gagné 16 victoires en World Tour, ils sont 3e au niveau du nombre de points amassés en World Tour. Enfin, selon Pro Cycling Stats, toujours mes statistiques. 13 vainqueurs différents, ils sont 3e dans ce classement du nombre de vainqueurs différents, de nombre de coureurs qui ont remporté au moins une victoire cette saison. Et ça, c'est aussi intéressant. Et puis, quand on regarde les résultats sur les grands tours, ils font 4e de la Vuelta, ils font 3e du Tour de France. Là aussi, il y a et victoire sur le Tour d'Italie, pas grand-chose à jeter. Vainqueur de Romandie, du Dauphiné, et ils font 1 et 5 du Tour d'Italie. Mais je sais pas, j'ai un sentiment d'inachevé avec cette saison 2021 de la Ineos. J'ai un goût un peu amer, en fait, avec le résultat de cette équipe. Je me dis, oui, en soi, premier du Tour d'Italie, 3e du Tour de France, n'importe quelle équipe dirait oui, sauf qu'on est quand même chez Ineos, qu'on est quand même parmi un top team. C'est peut-être l'équipe qui a fait la saison qui globalement est la plus complète avec Jumbo. Et pourtant, j'ai un goût un peu amer parce qu'on nous avait promis une super armada. Or, sur le Tour de France et le Tour d'Espagne, l'armada, on ne l'a pas vu. On nous avait promis, après la victoire sur le Giro l'année dernière de Gegenhardt, qu'on courrait d'une autre manière totalement différente. Et pour moi, ils ont couru comme ils savent le faire, c'est-à-dire en faisant un train. C'est-à-dire, j'ai pas vu de différence de manière de courir. Et là-dessus, je suis un peu déçu. Parce que c'est vrai qu'ils avaient tellement vendu ça que derrière, tu te dis qu'il n'y a pas forcément ça au niveau des résultats. Je suis déçu également parce que pour moi, sur le Tour de France, ils se sont plantés. Ils sont arrivés en forme beaucoup trop tôt. Et donc, ils ont subi un échec assez important quand même sur le Tour de France parce que Carapaz, il fait 3e, mais il est jamais vraiment dans le coup pour aller chercher la gagne. Et c'était peut-être pas totalement lui le leader. Enfin, du moins, on savait que le contre-la-montre serait un véritable problème pour Carapaz. On a eu un Geraint Thomas qui, sur la dernière partie de saison, a été quand même un peu nulle part. Et puis sur les classiques, vous enlevez la victoire. Enfin, sur les classiques, ça a plutôt été très bon à l'inverse, alors qu'il n'y avait pas forcément de très très grandes ambitions. Vous avez la victoire de Van Barle, vous avez les résultats de Pidcock. Ils ont, je trouve, quasiment fait leur meilleure saison sur les classiques l'année dernière, Ineos.
Alors que c'est une équipe qui a toujours eu des coureurs pour les classiques. Au départ, c'était Geraint Thomas, mais ils ont eu du Lucro. Enfin voilà, ils ont eu Viviani à une époque également. Je crois me rappeler. Mais Sky Ineos n'avait jamais eu de très grands résultats sur les classiques. Et là, je trouve que cette année, ça a plutôt été très bon dans ce domaine-là. On passe aux victoires. Donc c'est pour ça que j'ai un sentiment un peu qui est bizarre, parce que d'un côté, je me dis, bon, bah sur les grands tours, certes, il y a une très belle victoire sur le Giro, mais on pourrait presque être déçu. Sur les classiques, par contre, je suis plutôt très convaincu de ce qu'ils ont fait. Donc je suis un peu le cul entre deux chaises, je suis un peu perplexe. Voilà. J'ai du mal à déterminer si je suis vraiment déçu, si je me dis, oh bah on fait un peu impasse des grands tours et c'est plutôt pas mal, mais le Tour de France est quand même un gros échec pour moi. Même s'il y a un podium derrière, c'est un gros échec parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit dans le match face à Jumbo et face à UAE. L'abandon de Roglic, normalement, ça devait les libérer complètement et ils n'ont jamais été totalement dans le coup. Donc là, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. On passe aux victoires. Victoires, donc il y en a 34. 38. Je vais prendre ma respiration parce que ça va commencer à être long. Et encore, je ne suis pas arrivé à Deconin comme me l'a signifié dans les commentaires. On va déjà prendre en compte les victoires qui sont hors des coureurs qui sont qui sont dans les équipes nationales ou qui n'étaient pas encore dans la formation, on va dire. Il y a la 9e étape du Tour de l'Avenir, ça c'est Carlos Rodriguez qui maintenant fait partie de cette équipe, mais voilà, qui n'était pas dans cette nation, enfin dans cette formation, il était avec sa sélection nationale. On a les Jeux Olympiques avec Carapaz, et on a les championnats du monde du contre-la-montre avec Filippo Ganna, qui a également remporté les championnats d'Europe avec le contre-la-montre mixte, qu'on m'a marqué comme victoire, mais bon, faut quand même pas déconner non plus. Du côté des championnats nationaux, il n'y a pas eu de victoire, donc on passe il y a eu 2 victoires du côté du championnat national. Ben Swift pour la course en ligne, parce que c'est vrai qu'ils ont eu lieu en octobre, donc c'est pour ça que je suis un petit peu perdu. Et le championnat du contre-la-montre pour Ethan Etter. L'étoile de Bessèges commençait très très bien avec la victoire de Filippo Ganna lors de l'étape numéro 4, où il était parti vraiment de manière assez exceptionnelle, plus ce contre-la-montre de l'étape numéro 5. On avait ensuite la 3e étape du Tour de la Provence avec Ivan Sosa, qui remportait également le classement général du Tour de la Provence, puis le contre-la-montre, l'étape numéro 2 du UAE Tour pour Filippo Ganna. Juan de Nice remportait lui le contre-la-montre du Tour de Catalogne, l'étape 3 pour Adam Yates, la semaine internationale Copier-Bartali, l'étape 3 pour Ethan Etter, le Tour de Catalogne pour Adam Yates. À travers les Flandres pour Dylan Van Baarle, après un sacré numéro 50 km tout seul. La Flèche Brabant-Dawson pour Thomas Pidcock au sprint et d'un rien. Gianni Moscon qui remporte la première étape du Tour des Alpes et la 3e étape. Le prologue du Tour de Romandie pour Juan de Nice avec le classement général final pour Geraint Thomas. Ethan Etter remporte la 2e étape du Tour de l'Algarve. La première étape du Tour d'Italie pour Filippo Ganna. L'étape 9 pour Egan Bernal qui remporte également l'étape 16 et le classement général final. La Vuelta Andalucía Ruta Ciclista del Sol pour 2 étapes pour Ethan Etter, l'étape 2 et l'étape 5. Le Dauphiné, le classement général pour Richie Porte et l'étape 5 pour Geraint Thomas. On a le Tour de Suisse avec l'étape 5 pour Carapaz qui remporte également le classement général. L'Axian Swiss Bank Grand Premio Città di Lugano pour Gianni Moscon, c'était la victoire numéro 28. On a ensuite 2 victoires d'étape pour Ethan Etter sur le Tour de Norvège et le classement général du Tour de Norvège également. Le contre-la-montre du Tour de Grande-Bretagne, plus la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne pour Ethan Etter. Et donc, comme je vous ai dit, les 2 victoires sur le championnat national de Grande-Bretagne qui conclut la saison. Donc, voilà, beaucoup de victoires avec pas mal de noms différents. Des nouvelles têtes également dans cette équipe, notamment Ethan Etter. On passe au transfert. Quelques petits changements pour cette équipe Ineos en 2022. Avec des retours, mais également des nouvelles têtes. Et des départs de coureurs qui n'auront peut-être pas tous forcément marqué ou qui étaient décevants depuis quelques temps.
Je commence avec les arrivées. On a l'arrivée d'Elia Viviani qui vient de la Cofidis, qui est en train de se relancer après son passage chez De Koninck. On sait que De Koninck était sur le coup. Patrick Lefebvre en avait même parlé, que Viviani avait discuté avec lui. Bon, peut-être que Viviani demandait beaucoup trop cher, et peut-être aussi qu'il a déjà Cavendish et pas mal de sprinters. Et il avait du mal à renouveler Cavendish, donc peut-être que s'il avait fait arriver Viviani, ça aurait été vu comme un mauvais signe pour le renouvellement de Cavendish. Du côté d'Omar Friday, lui, il arrive de chez Astana. Je suis pas sûr que ce soit un excellent choix pour Omar Friday, qui était plutôt un coureur qui avait plutôt les mains libres. Du côté de Astana, on lui laissait quand même pas mal de liberté. Je suis pas sûr que ce soit le cas chez Ineos. Ben Tullet qui vient d'Alpecin Phoenix, donc qui revient au pays, plutôt équipier. Kim Heiduk qui vient de la team Lotto Kern Haus. Luc Plapp qui vient des jeunes, qui est plutôt un très bon, qui est un junior plutôt intéressant. On a Ben Turner de Trinity Racing et Magnus Sheffield de Rally Cycling, donc l'équipe de deuxième division. Du côté des départs, nous avons Rohan Dennis qui rejoint la Jumbo-Visma. C'est un peu dommageable que Ineos ait pas réussi à le conserver. Parce que pour moi, Rohan Dennis, ça fait partie vraiment des très très bons équipiers à avoir dans une équipe, et surtout dans une équipe montagne. Je rappelle, il a quand même énormément aidé Geoghenaert pour sa victoire sur le Giro, mais c'est vrai que cette année, on ne l'a pas énormément vu, et on s'en est peut-être un peu moins servi de lui comme lieutenant, et c'est peut-être ça qui l'a déçu. Gianni Moscon qui rejoint Astana, ça, en termes d'image de marque, c'est pas mal, hein, depuis avoir Moscon dans les pattes. Bon, de toute manière, on n'avait pas eu le sentiment véritablement que chez que chez Ineos, pardon, on voulait le renouveler. Et puis, il était plus leader sur les classiques, Gianni Moscon. Donc, ça s'est bien vu sur le Paris-Roubaix, hein, qu'il n'était pas leader sur les classiques. Donc, c'était compliqué pour lui. Michal Golas, lui, prend sa retraite bien méritée pour le coureur polonais. Ivan Sosa, compliqué, Ivan Sosa, hein, quand même chez Sky, on s'attendait un peu à mieux. Là, on va voir ce que ça va donner chez Movistar. Son profil chez Movistar, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Il a un peu le même profil que Marc Soler, donc on va voir ce que ça va donner. Je trouve qu'il a le même profil que Soler. Owen Doul qui rejoint EF, et puis Henao et Basso qui rejoignent Astana. Il y a quand même 3 coureurs hein, qui passent de Ineos à Astana. L'effectif 2022, les changements sont à la marge. Il gagne un sprinter. C'était un peu un domaine où vous avez personne. Parce que Ben Swift est plus vraiment sprinter. Et puis on avait vu que c'était un peu trop limité au niveau vitesse de pointe. Donc ça c'est intéressant. Luc Robeux, il fait souvent le rôle de lieutenant. Après, est-ce que Viviani aura ses chances sur les grands tours ? Pas sûr. On garde les jeunes comme Pidcock et on arrive à retrouver Luc Plapp. Il y a toujours les têtes d'affiche qui sont là, c'est-à-dire les Geraint Thomas, les Richie Porte, même s'ils ont pris de l'âge, donc quel sera leur rôle. On garde Egan Bernal et Carapaz et deux Colombiens. On rajoute à ça également donc des bons éléments. Donc ça c'est intéressant. Encore une fois, on perd quand même Rohan Dennis, ça c'est un peu dommageable, mais on a toujours Ghana. On a Castroviero qui est toujours là. On a parmi les équipiers aussi toujours Kwiatkowski. Ça, c'est des coureurs à avoir. Puccio, quand même pas mal comme équipier. Puis il y a des coureurs, on ne sait pas s'ils vont rester longtemps quand même dans cette formation. Je pense à Sivakov. On se demande un peu ce que devient Sivakov depuis quelques temps. Et puis, j'ai oublié également de parler de Daniel Felipe Martinez. Est-ce qu'il aura un rôle de leader ? Est-ce qu'il sera encore lieutenant ? C'est la question qu'on peut se poser. J'ai dit que Carapaz était colombien. Il n'est pas colombien, il est équatorien. Je suis bourré en ce moment. Et puis, Omar Friday, je ne sais pas trop. Du côté d'Omar Friday, ce que ça va donner. Et puis Adam Yates, leader. Il y a quand même, on a quand même beaucoup de coureurs très bons en montagne. Donc à un moment, il va falloir réussir à déterminer quelle sera la hiérarchie. Et c'est pas toujours facile dans ce genre de situation. Les coureurs à suivre. Alors du côté des coureurs à suivre, c'est les coureurs qui vont m'intéresser l'année prochaine.
que j'ai envie de revoir pour la saison 2022. Egan Bernal, déjà parce que son calendrier me fait vraiment envie, hein. Provence, Paris-Nice, Tour de France. Et puis du côté d'Egan Bernal, mais il a quand même fait un super Giro l'année dernière. La Vuelta, c'était un peu plus compliqué, il était un peu plus fatigué. Il faut quand même se dire que la Vuelta s'est déroulée dans un contexte difficile chez Ineos, où il y avait pas mal d'engueulades, avec également des soucis, notamment avec le staff, où certains membres du staff sont quand même impliqués dans des affaires de dopage. Qu'on a l'affaire du président de la Fédération britannique de cyclisme qui aurait pris des produits dopants pour faire monter son kiki. Donc c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Donc ça forcément ça a joué. En plus lui n'était pas du tout content de la situation chez Ineos, hein. Il l'a fait savoir dans la presse. Donc on se disait presque même Egan Bernal, c'est peut-être un coureur qui sera dans une autre équipe l'année prochaine, qui va casser son contrat. Il reste chez Ineos. Au 7 janvier, il est toujours chez Ineos. Donc voilà, il est de retour dans l'équipe. Malgré tout, est-ce qu'il est vraiment heureux d'être chez Ineos ? C'est pas totalement sûr. Donc des fois, quand vous avez une situation un peu difficile en termes de morale, c'est un peu compliqué. Et des fois, le moral, ça joue quand même sur les performances physiques. Et puis ensuite, est-ce qu'il est toujours aussi fort qu'auparavant ? Parce que c'est vrai que sur le Giro, la concurrence n'était pas forcément si forte que ça. Nibali, on sait quel est le niveau de Nibali, mais je pense surtout Caruso, c'était un peu une surprise, il était content d'être deuxième. Romain Bardet, il a perdu quand même beaucoup de temps sur les contre-la-montre. Martinez a quand même un moment joué avec. Donc voilà, il y avait quand vous regardez si on regarde le top 10 de ce Giro 2021, on se dit que normalement quand même sur le papier il faisait partie des favoris, avec un Simon Yates qui était un peu timoré. Bon voilà, c'est un coureur qui normalement devait être vraiment plutôt très performant sur cette course. Après Egan Bernal sur le Tour d'Espagne, il a été beaucoup plus en difficulté. Et ça, c'est vrai que ça a été un peu plus décevant dans ce domaine-là, où c'est vrai que c'est Adam Yates qui a pris le général, ce qui était peut-être pas totalement prévu sur le papier, et où il s'est jamais vraiment mis au service d'Adam Yates, hein. Ils sont parfois courus l'un derrière l'autre. C'était un peu bizarre la situation, et là il a un contrat jusqu'en 2023. Mais est-ce qu'il ira au bout de son contrat, c'est la grande question, parce que j'ai pas l'impression qu'il a énormément de joie de vivre chez Ineos. Quand vous regardez sa photo même sur Pro Cycling Stats, regardez-la, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il fait la gueule. Richard Carapaz, champion olympique, troisième du dernier Tour de France, vainqueur du Tour de Suisse, il a fait une très bonne saison, sauf sa disqualification à Liège-Bastogne-Liège pour position non conforme. Sur la Vuelta, on a bien senti que l'après Jeux Olympiques avait été bien fêté en Équateur. Donc il avait plus vraiment la tête sur sa saison. Je pense que c'était une erreur de l'envoyer sur la Vuelta, parce que il avait plus trop la tête à ça, et voilà. L'année prochaine, retour sur le Giro pour Carapaz. Ça veut dire qu'il devrait être donc déjà en forme sur les classiques ardennaises. Et ça, c'est intéressant. Parce que Carapaz, je pense que c'est l'une des meilleures cartes, avec peut-être Martinez, pour les classiques ardennaises. Donc il faudra se méfier de Ineos l'année prochaine, la saison prochaine, sur les classiques ardennaises, parce que un Carapaz qui commencera à arriver en forme pour le Giro, ça peut être pas mal, hein. C'est totalement son profil. Et puis, je rappelle, les Jeux Olympiques, c'était pas tout plat non plus, hein. Gauguenhardt, lui, faut qu'il se remette la tête à l'endroit, parce que sa saison 2021 n'a vraiment pas été bonne, hein. Il a jamais été vraiment dans le coup. Moi, j'ai trouvé que
En plus, ça avait été très difficile pour lui parce que assez vite, on a senti qu'il avait un rôle d'équipier parce qu'il n'avait pas réussi à se montrer. Ça commence déjà assez mal avec Paris-Nice où il abandonne au bout de 4 jours sans avoir vraiment une bonne condition physique. Mais il a jamais été dans le coup, à part peut-être cette étape 6 du Dauphiné où il prend la deuxième place. J'ai vraiment trouvé que Goguenard, on avait complètement oublié qu'il avait remporté le Tour d'Italie dans l'équipe. J'avais l'impression qu'il jouait vraiment le rôle d'équipier et qu'il n'avait pas du tout des bonnes jambes l'année dernière. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un problème physique, mais je trouve que chez Ineos, on a oublié très vite qu'il avait remporté le Tour d'Italie. Hein. Parce que dans la manière dont on a dit, toi tu seras équipier sur le Tour de France, et un équipier basique, hein, c'est-à-dire que c'était quasiment le premier échelon, c'était le premier ou le deuxième mec qui sautait. C'est vrai que, on s'est dit que c'était pas top pour lui quand même. Hein. Malgré tout, sur le Tour de France, il était nulle part, parce que physiquement, des fois, il arrivait même pas à passer son relais, quoi, dans les étapes de montagne. Donc c'était vraiment... c'est un peu inquiétant. Donc je vais le suivre parce que j'attends qu'il soit de retour vraiment à un meilleur niveau. Il sera également sur le Tour d'Italie, hein, Goguenard. Donc il faudra qu'il fasse avec Carapaz. Du côté d'Elia Viviani, on espère qu'il sera quand même un peu meilleur que chez Cofidis. Le problème, c'est que chez Ineos, il n'aura pas toujours un train pour lui. C'est un peu pour ça même qu'il était parti de la Sky, parce que il n'avait pas toujours un train pour lui, qu'il ne pouvait pas faire les courses qu'il voulait. Ça sera un petit peu le même problème. Il sera également sur le Tour d'Italie, donc il devra faire avec Carapaz et Goguenard. On sait que lui, il lui faut un vrai train. Hein. Il ne peut pas faire avec un train moyennement performant. Et chez Cofidis, il avait du mal à suivre son poisson pilote. Donc ça, c'était aussi très compliqué. Hein. Son passage chez Cofidis à Viviani, c'était quand même pas incroyable. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis pas totalement rassuré par Viviani. Ça va peut-être être compliqué pour lui. Parce que est-ce qu'il a la capacité de vraiment retrouver une bonne condition physique qui lui permettra d'être performant? Je sais pas trop. Hein. Moi, je suis pas forcément très rassuré par Viviani, surtout de ce que j'ai vu chez Cofidis. Alors, il a bien fini chez Cofidis, mais sa première année et demie chez Cofidis, elle est quand même compliquée. Hein. Pidcock, parce que Pidcock, on attend de voir ce que ça va donner, quoi. En plus, il va faire le Tour d'Italie l'année prochaine, la saison prochaine, Pidcock. Hein. Sur la Vuelta, moi, on a senti que c'était son premier grand tour et qu'il y allait piano. Mais bon, son année, elle est quand même très bonne. Malgré le fait qu'il ait très peu couru. Il doit avoir parce qu'il a quand même fait une énorme pause à un moment dans sa saison. Alors, il a très peu couru, il faut aussi rappeler qu'il avait fait la saison de cyclocross. Donc, ça a des conséquences aussi dans la manière de faire, mais il a été très bon. Coco, quand même, sur toute l'année. Deuxième de l'Amstel, et vous vous souvenez la parallaxe que je vous avais expliqué dans le débrief de l'Amstel. La Flèche Brabazon, vainqueur, et vraiment, il a très bien joué le coup. Cinquième d'Estradé, troisième de Kurn Bruxelles-Kurn. Il n'y a pas grand-chose à acheter d'une première saison dans une World Team. Donc voilà, plutôt une très belle année. Du côté de Thomas Pidcock, j'attends de voir ce que ça va donner l'année prochaine, notamment sur les classiques, mais j'ai hâte vraiment de voir Pidcock. Alors, en plus, il va être présent notamment sur les classiques de début de saison, on le verra également sur le Tour d'Italie. Ce qui est même intéressant de le mettre sur le Tour d'Italie parce que il fera sa coupure après le Tour d'Italie. Lui, il enchaîne depuis... il a commencé fin novembre avec les premiers cyclocross. Donc voilà, il va enchaîner parce qu'il a fait quoi en cross cette année sur 2021-2022, si on me l'indique. Mais ça va lui permettre de se reposer pas mal. J'ai oublié également champion olympique, quand même, Coco du VTT. C'est aussi très très fort et puis il a été juste impressionnant et oui il a repris le 4 décembre les cyclocross, il en a déjà fait pas mal et en étant plutôt très performant
notamment à Rupchen ou à Namur. Donc, moi, je me dis, du côté du coureur britannique, c'est plutôt intelligent parce que voilà, il fera sa coupure après. C'est-à-dire, il va enchaîner là jusqu'en fin mai. Il sera peut-être un peu fatigué à la fin du Giro, mais ensuite il se reposera et puis peut-être qu'il reviendra sur la Vuelta ou sur les classiques italiennes de fin de saison. Voilà, pour ensuite se préparer pour le cyclocross. Tout qu'il a des chances d'être champion du monde de cyclocross, parce que je rappelle que Van Der Poel ne fera pas les championnats du monde à cause des problèmes au dos qui sont dus à sa chute des Jeux Olympiques. Martinez, Daniel Felipe Martinez, pourquoi ce coureur m'intéresse ? Parce que je me dis, est-ce qu'on lui laissera les clés du camion ? Est-ce qu'il sera leader sur une course, sur un grand tour ? Parce que le Giro l'année dernière, c'était très très bien. Alors lui, il a arrêté extrêmement tôt. Fin de saison le 5 août. Voilà, avec la Volta des Burgos. Il a même très peu couru parce qu'il a fait UAE Tour, Tour des Alpes, Tour d'Italie, San Sébastien, Volta des Burgos. Il a fait 5 courses en année. Mais sur le Giro, il a été très très bon. Donc moi je me dis, si on lui laisse les clés du camion, ça peut être intéressant. Après, il faut se méfier. Fin de contrat en fin de saison pour le Colombien. Est-ce qu'il sera renouvelé ou non ? Ça, des fois, c'est pas toujours le cas. Mais je trouve qu'il avait fait un très très bon Giro, vraiment très régulier. Donc ça mériterait de le lancer en tant que leader. Et puis Ethan Etter, qui fera également le Tour d'Italie et Paris-Nice. C'est un coureur qui pourrait être performant même sur Paris-Nice. Ethan Etter. Même s'il y a un peu de haute montagne, il peut rester dans le top 15, je dirais, du classement pendant longtemps. Coureur très intéressant. Pas mauvais sprinter. En fait, coureur qui est complet, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas un point fort. C'est un peu le problème d'Ethan Etter. C'est pour ça qu'il est très bon sur les courses d'une semaine, un peu comme Tour de Norvège, Arctic Race of Norway. Mais je me pose encore des questions sur Ethan Etter sur est-ce qu'il est capable de remporter des étapes de puncher ou des courses en puncher, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu un ton en dessous d'un Alaphilippe et ce type de coureur-là. Est-ce qu'il est capable de remporter des sprints ? Là, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu en dessous des Sagan et autres. Michael Matthews, il est peut-être au même niveau que Michael Matthews, donc un peu en dessous de certains coureurs. Par contre, pour un maillot de meilleur sprinter, ça peut être intéressant, mais j'ai l'impression qu'il est pas top au niveau de la récupération. Et puis, du côté d'Ethan Etter, je me pose des questions sur sa place chez Ineos, parce que là aussi, il y a pas mal de monde au balcon. C'est pas facile de se faire sa place, et je pense qu'il va avoir souvent un rôle d'équipier, Ethan Etter. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un coureur qui est intéressant, parce que sur les courses d'une semaine, il est très bon. Par contre, au-delà d'une semaine, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, mais je trouve qu'il a un profil qui est assez sympa, mais c'est un peu comme Boisson-Hagen. Il est bon partout, mais il n'est pas ultra bon dans un domaine. Voilà, c'est un peu ce qu'on a toujours reproché à Boisson-Hagen. C'est un peu le problème que j'ai avec Ethan Etter. Mais bon, on verra, peut-être qu'il va se trouver une spécialité et que ses autres qualités qui seront toujours là, lui permettront d'être performant sur certains types de courses. On passe au maillot 2022 pour finir cette vidéo. Des grosses modifications sur le maillot Ineos de la saison prochaine, et c'est pas pour me déplaire parce que je trouvais que l'ancien maillot, on avait du mal à savoir c'était quelle équipe, et surtout on voyait sur le cuissard on voyait bien que c'était Ineos, mais au niveau du maillot, au niveau du sponsor, là au niveau du haut du corps, c'était illisible, c'était écrit tout petit. En plus, c'était un peu stylisé au niveau du logo Ineos Grenadier, donc on avait du mal à savoir ce que... Enfin voilà, c'était pas hyper lisible, je trouve. Là, beaucoup plus lisible. Je trouve que la note de rouge là, sur les épaules, c'est plutôt classe. C'est plutôt bien fait. Je trouve que le logo, on le voit beaucoup mieux. Et je trouve que ce maillot est vraiment pas mal. Je le trouve mieux que le maillot auparavant. Même s'il y a une touche de rouge, et je commence à en avoir marre des mecs qui mettent du rouge sur les maillots de cyclisme. Bahreïn, Arkea, Lotto, et même en pro cycling, en pro team, il y en a quelques-uns. J'aimerais voir d'autres couleurs. Mais bon, là, du côté d'Ineos, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Puis là, avec je sais pas si j'ai mis la photo avec Carapaz et son maillot en or, et son vélo en or. Je trouve que le vélo est magnifique, le vélo de
Carapaz. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Nous, on se retrouve pour une prochaine équipe. Ça sera, je crois, Intermarché Antigobert. Ça sera ça. Qui a fait une saison assez intéressante et on reviendra là-dessus. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.